Dans l'actualité, ce 13 octobre, le Programme national d'investissement agricole PENIA a permis de distribuer 5 652 milliards de francs CFA aux populations du monde agricole. Pour sa deuxième phase qui commence aujourd'hui jeudi, la mécanisation est en pole position. Journée mondiale du lavage des mains, initialement le 15 octobre, la Côte d'Ivoire l'a célébrée aujourd'hui, 13 octobre. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a expliqué aux populations le bien fondé du lavage des mains. Des experts du Comité international des 8e Jeux de la francophonie sont à Abidjan pour évaluer l'état d'avancement des travaux du village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans la commune de Marcory. Au Nigeria, 21 des lycéennes enlevées à Chibok en 2014 ont été libérées par le groupe terroriste Boko Haram. Une libération en échange de 4 prisonniers dont les identités n'ont pas encore été révélées. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur RTI 1. Le Programme national d'investissement agricole PENIA entre dans sa deuxième phase ce jeudi. Il est question de réfléchir à la mise en phase de projets innovants afin de mécaniser l'agriculture. Le PENIA a enregistré une augmentation de rendement agricole de 5 652 milliards de nos francs distribués au monde agricole. Francis Boifo. Monsieur le ministre, bravo, bravo, bravo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a des raisons de féliciter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, porteur du PENIA. Le Programme national d'investissement agricole a permis l'augmentation des productions agricoles. On enregistre plus de 17 millions de tonnes de produits vivriers en 2015 contre environ 12 000 tonnes en 2012. Au niveau des cultures de rente, la production est passée de plus de 4 900 000 tonnes en 2012 à plus de 5 900 000 tonnes en 2015. Des performances qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. Mieux, les réformes initiées ont permis à l'État de distribuer au monde paysan la somme de 5 652 milliards de francs CFA en 2015 contre 3 362 milliards de francs en 2012. Pour la deuxième phase du PENIA, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural souhaite une intégration des questions de production avec maîtrise totale de l'eau, de mécanisation agricole, de formation professionnelle, de commercialisation et de valorisation des produits agricoles sur place. Le tout en suivant une architecture de type agropolaire. En amont, l'on travaille sur la mise en place de toutes les infrastructures agricoles qui permettront d'améliorer la productivité. Et en aval, on facilite l'installation d'un réseau de partenaires privés pour la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Dans ce système agropolaire, ajoute Mamadou Sangafoua Koulibaly, les autres services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation sont pris en compte, ainsi que les services TIC et la finance de proximité. Je reste donc convaincu que la deuxième génération de PNIA viendra labourer dans les sillons de PNIA 2012-2015 en vue de consolider les acquis et amorcer l'ère de la transformation structurelle du secteur agricole par la prise en compte des grands défis. Le PNIA 2 couvre la période 2017-2021. Les sous-programmes, les projets spécifiques et les actions prioritaires du programme seront disponibles en mars 2017 après analyse des forces et faiblesses du PNIA 1. Le plan national d'investissement agricole, c'est aussi l'option de transformation des productions. En la matière, l'industriel Mars, spécialiste des produits chocolatiers, s'intéresse au marché ivoirien. Le géant américain l'a annoncé lors de la visite du Premier ministre ivoirien au siège de l'entreprise aux États-Unis, Adama Koné. C'est à croire que le marketing économique mené par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Washington donne les premiers signes de satisfaction. Des investisseurs américains réunis dans le Corporate Council on Africa frappent à la porte du pays. Une quinzaine d'opérateurs privés sont en route. Je crois que ce sera décembre. Et vous aurez une grande délégation parce que pour le moment, la plus importante destination pour les investisseurs en Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est très enthousiaste. Dans le paysage économique ivoirien, chacun pense trouver
son compte. Je m'intéresse dans l'électricité, mais il y a des autres membres qui s'intéressent dans le solaire et dans la santé, dans le tourisme, dans la construction des routes. Donc il y a beaucoup de possibilités pour nous, les Américains. Nous couvrons tous les secteurs où les États-Unis opèrent. Bien avant la visite du Corporate Council en Africa, le Premier ministre s'est rendu au siège du géant américain de l'industrie du chocolat Mars. Après le français Semois, dont l'usine tourne déjà au bord de la lagune Ébrié, Mars est également intéressé par le marché ivoirien. Le groupe Mars développe des produits qui sont adaptés au marché extérieur, notamment le marché américain. Mais il faut que nous les amenons à développer parallèlement des produits qui sont adaptés au marché africain. La réunion que nous venons de tenir d'ailleurs a abordé la question, à savoir la diversification de notre économie à partir du secteur agricole et des autres secteurs. Tous ces investissements doivent se faire dans un contexte de respect de l'environnement. C'est pourquoi le Premier ministre et les ministres Rémi Ala-Kouadio de l'Environnement et du Développement durable et Mamadou Sangafoua Koulibaly de l'Agriculture et du Développement rural ont fortement démontré l'intérêt de la Côte d'Ivoire de consolider ses acquis en matière de changement climatique. Selon le ministre Rémi Ala-Kouadio, pour un pays à économie agricole comme la Côte d'Ivoire, il s'agit de faire de l'agriculture l'ami de la forêt, en assurant une meilleure cohabitation entre les arbres et les cultures agricoles. Les pratiques agricoles doivent aussi tenir compte de l'environnement et donc du changement climatique. L'accord de Paris issu de la COP21 vise à promouvoir les bonnes pratiques de développement durable. La Côte d'Ivoire a lancé hier mercredi la 2e édition des Assises ivoiriennes du développement durable. Alexis Ouedraogo. L'eau que l'on boit, le pétrole qui fait tourner nos moteurs ne sont pas des ressources naturelles inépuisables. C'est justement pour cela que depuis quelques années, la notion de développement durable est au cœur de tous les gouvernements. En Côte d'Ivoire, les 2e Assises ivoiriennes du développement durable ont ouvert leurs portes et entendent s'apaisantir sur les bonnes pratiques, tant pour les entreprises que pour les citoyens. La responsabilité sociale des entreprises est absolument nécessaire. Sa prise en compte est absolument nécessaire. Une entreprise d'exploitation minière va avoir un plan de restauration des sols qui ont été utilisés, va avoir un plan de gestion des produits chimiques qui sont utilisés sur place. Mais au-delà de cela, il y aura à l'intérieur de cette entreprise un renforcement des capacités des intervenants qui sont dans ces entreprises, des ouvriers, des cadres, pour que ceux-là puissent travailler de manière écologique, mais également aussi que leur santé soit prise en compte, que leur devenir social soit pris en compte, etc., etc. Pour le chef du gouvernement, la dynamique de croissance d'un pays va de pair avec la prise en compte par le gouvernement des principes et enjeux du développement durable. Il s'agit de faire en sorte que cette notion puisse s'ancrer dans tout le corps social, afin que chaque citoyen devienne un acteur responsable. La rencontre refermera ses portes ce vendredi. La Côte d'Ivoire est déjà engagée pour le développement durable, même si le pays vient seulement d'adopter le projet de ratification de la COP21. Le Parlement a voté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Paris. Le but principal est d'apporter des réponses au changement climatique. Le Conseil national de sécurité renforce les capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile. L'ONPC vient de bénéficier d'un important appui en matériel incendie, en équipement de secours et aussi de 15 véhicules. Ce matériel a été réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le reportage est signé Abou Sanogo. 15 véhicules tout équipés, des équipements de secours et des lots de premiers secours offerts par le Conseil national de sécurité à l'Office national de la protection civile ONPC. Pour renforcer les capacités des centres de secours d'urgence, ce geste du Conseil national de sécurité, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, va permettre à l'ONPC de remplir ses missions de protection civile. Désormais, dans les régions qui en seront bénéficiaires, les pompiers civils pourront intervenir rapidement pour éteindre un incendie de maison, pour éteindre un incendie dans un marché, pour porter secours à un blessé, un accidenté de la route. Nous saluons
ce geste du président de la République et du gouvernement au profit de l'Office national de la protection civile. Réceptionnant les clés des véhicules, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a salué le geste du chef de l'État qui, selon lui, vise à rapprocher les secours des populations. Avec ces dons du président de la République, demain, dans les localités bénéficiaires, c'est plus de capacité à venir au secours des populations. Je veux féliciter tous ces jeunes pompiers civils. Faites ce travail avec engagement, avec volonté, avec sérieux, avec conviction. Après l'explication du rôle de chaque équipement suivi d'exercices, les équipements de secours ont été présentés au ministre d'État Ahmed Bakayoko qui très bientôt va procéder à l'inauguration des centres de secours d'urgence d'Aboissou, de Daloa, de Boisflé, de Bondoukou et de Gagnoa. La Troisième République en question, nous vous proposons ici les différents aspects du projet de nouvelle constitution ivoirienne. Après son adoption par l'Assemblée nationale, les membres du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se sont rencontrés. Il a entre autres été question du planning de campagne référendaire. Thomas Gessambi. Tout juste 24 heures après l'adoption de l'avant-projet de la nouvelle constitution par le Parlement ivoirien, les élus, notamment les députés et hauts cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se retrouvent. À l'initiative du directoire de ce rassemblement, ils répondent présents. Amadou Soumaoro leur présente 8 points à l'ordre du jour. Entre autres, les remerciements du chef de l'État pour la première étape franchie avec succès, la mobilisation pour le triomphe du oui au référendum du 30 octobre prochain et les rendez-vous que prend le président Alassane Ouattara avec les populations à cette fin. Nous sommes une force politique. Cette constitution est portée par le chef de l'État. Et le directoire du RHDP représente cette force politique qui soutient et accompagne le président de la République et le gouvernement. Il était tout à fait normal que nous nous retrouvions cet après-midi pour non seulement remercier les uns et les autres, féliciter les uns et les autres au nom du chef de l'État, mais aussi nous organiser afin que nous allions partout dans le pays porter la nouvelle de cette nouvelle constitution. Pour la campagne électorale qui s'étend sur 7 jours à compter du 22 octobre prochain, le RHDP choisit dans le district d'Abidjan les maires comme directeurs de campagne et à l'intérieur du pays, la direction de la campagne devrait être l'affaire des coordonnateurs départementaux et des députés dans leur circonscription électorale. Le secrétariat exécutif du PDCI, lui, est en mission auprès de la jeunesse. Il s'agit d'informer les jeunes du contenu du projet de nouvelle constitution et aussi des avantages que cela implique pour la vie de la nation. Moussa Konaté. Louis Abounois, député à l'Assemblée nationale, membre du secrétariat exécutif du PDCI, face à la jeunesse. Une conférence pour expliquer aux jeunes la nouvelle constitution afin de les éclairer sur les enjeux. Des orientations appuyées par le secrétaire exécutif du parti. Donc maintenant, vous êtes armés. Et partout où vous êtes, dans vos quartiers, appropriez-vous le texte, parlez à vos camarades et dites-leur que la constitution qu'on va voter, c'est un texte impersonnel. Après la séance, une conduite à tenir pour la jeunesse du PDCI, se mettre en mission pour sensibiliser à voter oui, le 30 octobre 2016, date du référendum. Il fallait que les jeunes puissent s'imprégner du contenu du texte, avoir les arguments pour aller défendre sur le terrain. Les jeunes se sont engagés et la nouvelle constitution est faite dans l'intérêt des nouvelles générations. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. Et donc, ils iront massivement sur le terrain pour mobiliser pour le oui. La jeunesse est disposée à aller au combat, la jeunesse est disposée à aller vendre cette constitution auprès du peuple ivoirien. Le mot d'ordre, c'est le oui, donc massif, au soir du 30 octobre. Le secrétariat exécutif du PDCI invite aussi la jeunesse au grand rassemblement du RHDP prévu le 15 octobre à Yopougon. Une démonstration pour marquer son adhésion à ce projet de réforme constitutionnelle.
À Boisflé, dans la région de la Maraoué, le professeur Thérèse Ndriyoman a invité les populations à s'imprégner du contenu de la nouvelle constitution. Elle a sillonné plusieurs localités de la ville. Thérèse Yoboué. Amadou Kangakro, Kona Kwadiokro, Tibeita sont les localités du département de Boisflé qui ont accueilli le professeur Thérèse Ndriyoman dans sa tournée d'information et de sensibilisation sur la nouvelle constitution. Elle a invité en effet la population à lire le projet de la Constitution afin qu'elle en soit imprégnée, comprenne son contenu pour savoir ce qui est bon pour elle, pour ses enfants et pour sa région. Lire cette Constitution pour se faire une opinion exacte et pour voir si nous venons vers elle pour leur demander de voter oui. La diplomate ivoirienne auprès du Congo-Brazzaville a demandé en outre à la population de s'approprier tous les articles de cette Constitution, ce qui lui permettra de se prononcer au référendum en toute liberté, en évitant de se laisser berner par d'autres discours qui iront contre le vote massif de la loi suprême. Voilà ce soir pour la 3e République en question. Demain, d'autres informations sur le processus d'entrée de la Côte d'Ivoire dans une 3e République. Et ce sera comme ça chaque soir jusqu'au référendum du 30 octobre. Le 15 octobre de chaque année est consacré à la journée mondiale du lavage des mains. La Côte d'Ivoire a célébré cette date par anticipation, aujourd'hui 13 octobre. Le lavage des mains diminue de 40% les maladies et infections bactériennes. C'est entre autres avantages de la pratique que la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a expliqué aux populations de la commune de Port-Boué. Elle leur a même montré l'exemple. Grâce Kando. Se laver les mains avec du savon avant de manger. Un geste exécuté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce lieu de vente d'Atiéké dans la commune de Port-Boué. À travers cette action, Raymond Goudou Kofi donne le top départ de la 9e édition de la Journée mondiale du lavage des mains. Nous avons choisi Port-Boué parce que justement, il y a des actions qui ont été menées au départ et nous sommes venus un peu évaluer et voir comment les choses se passent. Nous sommes assez satisfaites parce que nous avons l'appui de nos partenaires et par rapport à la campagne que nous avions menée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous avions lancé cette technique du lavage des mains en 10 étapes qui nous permet de sensibiliser à partir de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus repasser ce message avec nos enfants et puis nous adresser également aux adultes. Le lavage des mains a la possibilité de réduire les maladies jusqu'à 40%. C'est probablement l'une des meilleures interventions du 19e siècle dans les maternités. C'est ce qui a vraiment réduit les infections postpartum, qui sont les infections après l'accouchement, et les maladies diarrhéiques. Le lavage des mains doit être une habitude, un message qui trouve déjà un écho favorable. Barthélemy, vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a fabriqué un dispositif artisanal de lavage des mains. Mon dispositif de lavage des mains, fabriqué par le bois, bambou de Chine, liane, bambou de raffia, avec la cendre qui est à côté, qui représente le savon. À l'époque, la cendre nous servait de savon. C'est ça nos parents prenaient pour faire les lessives. D'autres moyens artisanaux de lavage des mains existent. Ils ont été confectionnés par des volontaires soucieux de l'hygiène. Ces derniers sont les lauréats du concours national du meilleur dispositif du lavage des mains. Les acteurs de la restauration, selon le ministère de la Santé, doivent être au premier rang dans la lutte contre les maladies liées aux mains sales. 300 maquis et autres lieux de vente vont bénéficier des dispositifs de lavage des mains dans les prochains jours dans la commune de Port-Boué. De juillet à septembre, la Direction générale des impôts a enregistré un ralentissement au niveau de la collecte fiscale avec un manque à gagner de 12,7 milliards de francs CFA. Pour ce 4e trimestre qui s'ouvre, l'administration des impôts veut passer à la vitesse supérieure et combler le gap de cette moins-value. La prévision annuelle se chiffre à 1869 milliards. Lancine Bakayoko et Adama Kone. L'administration fiscale, le temps, c'est plus que jamais de l'argent. Alors que l'échéance de l'exercice budgétaire approche, les prévisions de recettes
pour ce troisième trimestre de l'année 2016 ne sont pas à la hauteur des attentes. Au cours du troisième trimestre de l'année 2016, les recouvrements effectués par l'ensemble des services de la Direction générale des impôts s'établissent à 458,8 milliards de francs CFA, pour un objectif de recettes de 471,5 milliards de francs CFA. Un écart négatif de 12,7 milliards de francs CFA. En ajoutant ce résultat trimestriel aux réalisations du premier semestre, le montant total des recettes collectées s'élève à 1420 milliards 700 millions de francs CFA entre janvier et septembre 2016. Au regard de notre objectif annuel de recettes, qui lui s'établit à 1869,3 milliards, il nous reste à réaliser d'ici la fin de l'année 448,6 milliards de francs CFA. Un montant important, mais pas inaccessible pour les agents du fisc. La mise en œuvre effective de toutes les mesures d'encadrement et de rationalisation dans l'organisation de nos tâches permettront de réaliser l'objectif de recettes. Pour 2017, le projet de budget est estimé à 6 501 milliards 400 millions de francs CFA. La contribution de la Direction générale des impôts devrait dépasser les 2000 milliards de francs CFA. À présent, une visite du site d'extension du réseau d'éclairage public de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, du rond-point d'Anani au rond-point de Mossou. Une visite pour vérifier l'effectivité des travaux relatifs à l'éclairage public. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement a procédé à l'allumage des lampadaires. Herman Niamia. Après 9 mois de travaux, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est désormais fonctionnel. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, accompagné de ses collègues Patrick Kachi des infrastructures économiques et Anne Ouloto de la salubrité urbaine et de l'assainissement, ont effectué une randonnée sur cette autoroute pour s'apercevoir des travaux réalisés. Cette randonnée les a conduits jusqu'au rond-point de Moussou à Grand Bassam. C'est un réseau qui porte sur une trentaine de kilomètres, depuis la place Akwaba de Port-Boué jusqu'au pont de Moussou. Il comporte plus de 1500 candélabres. Nous sommes aujourd'hui à plus de 90% de réalisation. Et la première phase de ce projet est déjà mise en service, qui part de la place Akwaba jusqu'au rond-point d'Anani. Nous sommes en train de terminer la deuxième phase, qui part du rond-point d'Anani jusqu'au pont de Mossou. C'est le ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne-Désiré Ouloto, qui a procédé à la mise sous tension. Le ministre Toungara, réjoui de cette réalisation, a félicité les responsables de la Direction générale de l'énergie, de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, les structures chargées des travaux de cet axe long de 30 km. Le président attache beaucoup de prix à la modernisation de la Côte d'Ivoire et cette autoroute, qui sera éclairée sur 30 km, sera la première autoroute, en tout cas en Afrique ici, à être éclairée. Le ministre Patrick Kachi a quant à lui dénoncé les habitations anarchiques qui se développent de part et d'autre de l'autoroute. En ce qui concerne cette autoroute de Bassam, les dispositions réglementaires qui sont en vigueur et qui ont été approuvées par le gouvernement, c'est que 100 mètres de part et d'autre, aucune construction, aucune habitation ne doit donc être édifiée. Vous verrez certainement en partant ici que quelques croix ici et là indiquent que certains ont enfreint déjà ces règles-là. Et donc pour permettre à cet éclairage et à cette voie de garder la splendeur que le chef de l'État souhaitait, il sera procédé très prochainement à une mise en conformité. La livraison de cet ouvrage électrique qui a coûté à l'État ivoirien environ 3 milliards de francs CFA est annoncée pour la mi-novembre 2016. Ce genre d'infrastructure est une réelle nécessité partout sur le continent, mais comment les financer? C'est la question au cœur d'une conférence initiée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Une des pistes de solution résiderait dans les partenariats publics-privés. Issa Yeo et Franck Wadio.
Une conférence débat pour sensibiliser les populations et les décideurs sur le mode de financement des infrastructures en Afrique. Cette rencontre, initiée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC, vise donc à encourager les partenariats publics-privés afin de résoudre les problèmes infrastructurels sur le continent. La présentation consistera à dire ce que c'est que le PPP, pourquoi recourir au PPP, quels sont les avantages et les inconvénients, parce que quoi que ce soit la mode, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le PPP va alourdir l'endettement. Dans un contexte de raréfaction de ressources, dans un contexte de crise financière, tout le monde est d'avis pour reconnaître donc qu'il sied de faire appel au secteur privé qui regorge de ressources, qui regorge d'expertise, de savoir-faire, et je dirais également qui regorge d'initiatives, quelquefois même de technologies, pour pouvoir réaliser les infrastructures. Les besoins en infrastructures ont augmenté parce que la population a augmenté, nos pays, nos villes notamment ont grandi et donc le besoin en infrastructure est devenu de plus en plus important. Alors que les possibilités des États n'ont pas suivi. Et donc la question du gap s'est posée. Il y a eu un gap entre les ressources budgétaires et les besoins en infrastructure. Et donc, les États ont réfléchi effectivement à comment mieux impliquer le secteur privé, n'est-ce pas, dans le financement des besoins en infrastructure. D'où la naissance des PPP. Cette conférence débat a été l'occasion pour le conférencier de dédicacer ces deux ouvrages intitulés « Financement d'un projet de partenariat public-privé » et le conseil financier. 8e jeu de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017, la Côte d'Ivoire accueille l'événement. Le comité international chargé de ces jeux a envoyé dans le pays des experts pour évaluer l'avancée des travaux, notamment les travaux du village des Jeux dans la commune de Marcory, Issa-Yeo et Abou-Sanogo. La délégation d'experts du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par sa présidente du conseil d'orientation, est venue constater l'état d'avancement des travaux du village des Jeux de la francophonie après le changement de site à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Marcory. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begremambi, a assuré ses hôtes au cours d'une séance de travail de ce que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir ces Jeux. Nous espérons que la mobilisation autour de ces Jeux sera générale, aussi bien de la part de nos pays amis, africains, européens et américains, notamment du Canada. Et nous espérons aussi que la mobilisation intérieure sera générale. Vous pouvez rassurer la communauté des Ivoiriens, le chef de l'État a pris des dispositions. En février, nous allons livrer les bâtiments. Pour sa part, la présidente du conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie salue l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de ces Jeux une priorité. Nous avons, à travers cette présentation de ce matin, la certitude que la Côte d'Ivoire serait au rendez-vous. Après la séance de travail, le comité d'experts s'est rendu sur le site à l'INJS à Marcory. Une visite qui a permis de passer au peigne fin tous les dispositifs de ces Jeux. Le village des Jeux dont les travaux prendront fin en février comprendra 33 bâtiments de 4004 chambres qui accueilleront 4000 sportifs, artistes et leurs accompagnateurs issus de 80 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Dans l'actualité internationale, le prix Nobel de la littérature a été décerné au chanteur américain Bob Dylan. Bob Dylan, 75 ans, a été récompensé pour avoir créé le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Au Nigeria, 21 des lycéennes enlevées à Chibok en 2014 ont été libérées par le groupe terroriste Boko Haram. Une libération en échange de 4 prisonniers dont les identités n'ont pas encore été révélées. Terminons ici en Côte d'Ivoire. Le référendum constitutionnel va se tenir le 30 octobre. La campagne s'ouvre le 22 octobre. Le Conseil national de la presse communique une décision portant réglementation de la pré-campagne dans la presse. La présente décision a pour objet de réglementer la couverture médiatique du référendum par les organes de presse publique et les organes de presse privée, quel que soit leur mode de diffusion,
pendant la période de pré-campagne. Au sens de la présente décision, la période de pré-campagne s'entend dans la période allant de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant constitution à l'ouverture de la campagne référendaire. Pendant la période de pré-campagne, les organes de presse veillent au respect des principes d'équité, de pluralisme et d'équilibre de l'information en faveur de l'ensemble des courants d'opinion. Et voilà pour ce 20h. Merci de votre attention et excellente fin de soirée à tous.